Bubsy 3D a la réputation d'être l'un des pires jeux de plateforme 3D de tous les temps, peut-être même le pire. Il est souvent comparé à Mario 64 sorti sur la même période, et ça forcément c'est pas une comparaison très favorable. En revanche, elle est peut-être un peu abusive, alors faisons une remise en contexte avant d'aller plus loin. En 1995 sort sur PlayStation Jumping Flash, un jeu de plateforme en 3D soit mais en vue subjective, donc pas forcément directement comparable à ce qu'on a ici. En 1996, on trouve Pandemonium, un jeu de plateforme présenté en 3D mais avec un gameplay 2D. On a également Crash Bandicoot qui lui propose des contrôles libres mais dans des niveaux couloirs, donc encore une fois assez peu comparable au niveau beaucoup plus ouvert de Bubsy 3D. C'est également cette année-là que sort Super Mario 64 qui propose lui des niveaux ouverts comme Bubsy 3D. Ce dernier arrivera aux États-Unis quelques mois après la sortie japonaise de Mario 64. Et contrairement à celui-ci, il utilise des tank controls, c'est-à-dire que les contrôles se font du point de vue du personnage et non pas du point de vue de la caméra. Vous appuyez sur haut pour avancer, sur gauche et droite pour pivoter sur les côtés, sur bas pour reculer. C'est là la différence de gameplay la plus évidente entre les deux titres et l'une des raisons pour lesquelles Bubsy 3D est décrié alors que Mario 64 est considéré comme la référence à l'époque. Mais dans le monde naissant de la plateforme 3D, le passage au contrôle libre ne se fera pas de manière aussi rapide. On peut notamment citer en 97 Croc Legend of the Gobos, qui propose toujours des tank controls. C'est en 98 que s'impose pour de bon le modèle de contrôle proposé par Mario 64. Gex Enter the Gecko, Spyro et Banjo-Kazooie empruntent tous ce modèle. Il y a quelques petites choses à bien garder à l'esprit lorsqu'on juge Bubsy 3D. D'abord, le genre de la plateforme 3D n'en est réellement qu'à ses tout débuts. Beaucoup de développeurs sont encore en phase expérimentale vis-à-vis de ce genre, et les recettes qui nous semblent évidentes aujourd'hui n'existent simplement pas à l'époque. Ensuite, juger un jeu sorti en automne 96 parce qu'il n'incorpore pas des idées présentes dans un jeu sorti en été de la même année n'est pas pertinent. Le monde du jeu vidéo à l'époque est encore un monde de sortie physique. Et lorsque Mario 64 sort en juin 96, le développement de Bubsy 3D touche à sa fin et on est peut-être en train de préparer la production et la distribution des CD. Voilà pour la remise en contexte historique du jeu. Alors qu'on soit bien clair, il ne s'agit en aucun cas ici d'excuser tous les défauts absolument affreux de Bubsy 3D, mais juste de donner un petit point de référence avant d'aller plus loin. On est ici face à un pionnier en son genre, réalisé par une équipe très inexpérimentée qui a dû développer elle-même ses propres outils. En effet, Eidetic, à qui l'on devra par la suite les très bons Siphon Filters, fait ici ses grands débuts avec la 3D. Bon, ça c'est fait. Maintenant, regardons ce que le jeu vaut en lui-même. On sent dès le départ que le jeu cherche une esthétique proche du dessin animé. C'est ce que suggèrent les scènes cinématiques d'intro, ainsi que l'écran de sélection des niveaux. Par contre, dans les niveaux en eux-mêmes, c'est généralement assez difficile d'identifier quoi que ce soit. C'est très abstrait, pour rester poli. Quelques textures simplistes tentent vaguement de rappeler le thème présumé du niveau, mais vous verrez des plaques de métal rouillées côtoyer des sortes de palmiers flottants sur un fond quadrillé digne d'un cirque, et vous abandonnerez rapidement toute tentative de mettre un nom sur ce que vous voyez. C'est pas vraiment beaucoup mieux pour les personnages. Seul Bubsy est vraiment identifiable, mais même pour l'époque, le rendu de son personnage est pas vraiment fou. Il y a en revanche un réel effort pour retranscrire son personnage fidèlement en 3D. Il est un peu plat, un peu cassé de partout, mais bon, c'est bien Bubsy. Les ennemis sont eux un amas de polygones quasi surréalistes qu'on nommera créatures parce que les devs ont eu la gentillesse de leur donner des yeux. Si on veut se faire l'avocat du diable, on pourra dire que le character design n'a jamais été le point fort de Bubsy. Alors forcément, quand on part de ça et qu'on doit en faire un modèle 3D pour la PlayStation, faut pas s'attendre à des miracles. À ce stade, vous avez probablement remarqué l'un des éléments les plus flagrants du design du jeu, à savoir l'absence de texture sur la plupart des éléments du jeu. C'était normal durant la génération précédente, ça l'est beaucoup moins sur PlayStation, même en début de vie du système. Même Jumping Flash était totalement texturé. Tous les jeux de la période étaient totalement texturés. Les développeurs ont indiqué que ce choix aurait été fait pour attirer l'attention du joueur sur l'action et non pour des raisons techniques. Soyons raisonnables, il y a probablement un peu des deux. Aux abonnés absents de Bubsy 3D, on trouve soit les textures mais également l'interpolation. L'animation dans Bubsy 3D est faite uniquement d'étapes clés pour un rendu très saccadé. Ça pourrait peut-être aller dans le sens de l'esthétique dessin animé, mais je n'ai trouvé aucune info à ce sujet et pour être franc, je mise plutôt sur un manque de moyens ou de compétences de la part des développeurs. En plus d'être vraiment moche, c'est assez perturbant au départ et ça demande un bon temps d'adaptation.
On finit par s'y faire dans l'ensemble, mais ça reste assez affreux et ça rend parfois l'action quasi illisible, comme avec ces espèces d'étincelles qui semblent se téléporter sans cesse. Toutes les animations ne sont cependant pas à jeter. Il y en a quelques-unes qui rattrapent un peu le coup. C'est les animations de mort assez variées dont les développeurs étaient probablement très fiers au point de le faire via des cinématiques et non pas via le moteur du jeu. Ça a son charme au début, le temps de les découvrir, mais après les avoir vus quelques fois, ça devient franchement ennuyant parce que ça casse totalement le rythme du jeu. En parlant de ça, vous voyez cette animation là ? Eh bien vous allez vous la taper à chaque fois que vous prenez des dégâts dans le jeu, quelle que soit la source. Du coup, à chaque fois que vous prenez un coup et à chaque fois que vous mourrez, ce sera la double punition avec un jeu qui vous remue bien le couteau dans la plaie pendant quelques secondes. Finissons cet aperçu des visuels avec une particularité notable et positive du jeu. Il s'agit à l'époque d'un des très rares jeux tournant en 512 sur 480, l'une des plus hautes résolutions dont la PlayStation est capable. C'était apparemment quelque chose de très important à l'époque du développement et ça donne un rendu particulièrement net au jeu pour la période. C'est très pratique car on peut alors très bien voir à quel point tout est parfaitement dégueulasse. Et ça, c'est déjà une performance en soi. D'ailleurs, le son aussi est parfaitement dégueulasse à tous les niveaux. On pourra donc féliciter le jeu pour sa cohérence sur le plan artistique. Le design sonore est fait de sons cartoon très désuets et très convenus. Les musiques sont également inspirées de ce qui se faisait dans les dessins animés de l'époque, mais inspiré est ici un bien grand mot. Et Bubsy lui-même viendra ponctuer une bonne partie de ses actions de ses fameuses répliques. Certains ennemis viendront d'eux-mêmes participer à l'ambiance sonore du jeu en produisant des sons en continu dès qu'ils sont à proximité de Bubsy. Et ça, c'est pas forcément une mauvaise idée. En fait, chaque élément pris individuellement est au pire insipide ou un peu gênant. Le problème, c'est quand tout vient se superposer, et là, ça peut devenir franchement irritant, voire cacophonique. Surtout si Bubsy décide d'ouvrir sa grande gueule à ce moment-là. Bubsy 3D réussit donc ici un nouvel exploit, celui d'être l'un des seuls jeux dont j'ai pu trouver l'ambiance sonore totalement désagréable. Le scénar est, comme on pourrait s'y attendre, extrêmement simple. Bubsy s'est fait capturer par les Woolies, ses ennemis de toujours, et doit s'enfuir. Voilà. Là où ça devient intéressant, c'est que tout ça nous est expliqué par une séquence d'intro durant plus de 3 minutes. C'est un vrai court-métrage d'animation 3D pour le coup. Les développeurs devaient quand même être un minimum fiers de ce qu'ils avaient produit pour le mettre autant en avant et sur une période aussi longue. Alors le résultat est franchement moche et avec des animations aussi saccadées que ce que vous trouvez en jeu. Du coup, malgré le fait qu'il s'agisse d'une cinématique pré-rendue, je me demande si elle n'est pas réalisée avec les modèles et les animations du jeu. En tout cas, c'est un foutoir monstrueux avec une caméra aux fraises, des dialogues inutiles, un doublage douteux et des blagues pas drôles. Là, quand on compare les ambitions des développeurs avec le résultat final, ça fait un petit peu de la peine. No one's going to be bopped on my watch! How could this have happened? Well, that's a bit of a long story, but here's the abridged version, approved for public dispersal by their Royal Highnesses, Queens Polly and Esther. Pour parler du gameplay, commençons par revenir rapidement sur les contrôles du jeu. Comme dit plus tôt, il s'agit de Tank Controls. C'est-à-dire que le personnage se déplace selon son propre point de vue et non pas celui de la caméra, comme dans Spyro ou Mario 64 par exemple. On appuie sur le haut pour avancer, sur gauche et droite pour pivoter, sur le bas pour reculer. Pour Bubsy 3D spécifiquement, ajoutez L2 et R2 pour faire des pas de côté, ce qui en soi est une bonne idée. Alors le fait que le jeu utilise cette méthode pour les contrôles est déjà un problème en soi, on est bien d'accord. Mais manette en main, on se rend très vite compte que c'est loin d'être le seul problème. La maniabilité est très lourde, très lente et manque totalement de précision. L'inertie et le délai dans les contrôles sont très importants, ce qui veut dire qu'on dépasse très souvent son point d'arrivée dans les sauts comme dans la course. Quant à la vitesse de rotation du personnage, elle est extrêmement lente et permet très rarement de courir et sauter simultanément, à moins qu'on ait envie de tomber dans les trous ou de se frotter la gueule contre les murs. Du coup, on passe son temps à se repositionner et à se réaligner avec le décor. C'est très fastidieux, surtout dans les longues phases de plateforme.
Tout ça n'est pas arrangé par une caméra qui restera toujours fixe à la même position derrière le personnage. Elle ne se déplace que lors des sauts pour venir se placer au-dessus du personnage. Je vois ce que les développeurs ont tenté de faire, c'est assez louable mais ça ne marche pas du tout. Si ça permet de viser un peu mieux pendant les sauts, c'est uniquement parce que la caméra de base est vraiment affreuse. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que ça va totalement désorienter le joueur pendant les sauts. Une caméra de base un peu plus haute et un peu plus éloignée aurait été bien plus adaptée. Une caméra manuelle aussi, mais ça aurait été un peu beaucoup demandé pour l'époque. Ces contrôles très fastidieux seront votre seul outil pour vous déplacer dans des niveaux très ouverts et plutôt grands pour l'époque. Les graphismes monotones et répétitifs et le mauvais level design font qu'il sera très facile de se perdre et de tourner en rond. La solution des développeurs face à ce problème ? Des flèches partout et sans arrêt. Bubsy fait même une remarque à ce sujet, félicitant les développeurs pour cette décision. Et j'ai bien peur qu'il n'y ait aucune autodérision dans cette phrase. Or, le bon level design, c'est justement celui qui guide subtilement le joueur sans avoir à recourir à des artifices qui cassent l'immersion. Alors on est d'accord, Bubsy n'est pas une aventure épique, mais là ça devient franchement une corvée. Ceci dit, après avoir ragé envers les contrôles et le level design pendant tout le premier niveau et une partie du deuxième, j'en suis arrivé à un moment où je m'amusais presque. J'ai bien dit presque. Ma mentalité avait progressivement changé et j'avais accepté malgré moi que le jeu lui-même était mon ennemi. Et c'est comme ça que j'ai entrepris le challenge d'aller le plus loin possible avant de lâcher l'affaire. Mais ça n'a pas duré. J'ai tenu en tout jusqu'au 5e niveau, pour la bonne raison que les défauts du jeu ne font qu'empirer avec le temps. D'abord, les niveaux sont de plus en plus grands et de moins en moins bien construits, le jeu commençant à vous donner des fausses pistes et des chemins inutiles. Ensuite, le jeu se met à remplir certaines zones d'ennemis, certains vous tirant dessus hors caméra, d'autres étant capables de vous tuer en un coup, alors même que vous devez, dans le même temps, vous déplacer entre plusieurs plateformes mobiles. Pour finir, l'aspect visuel des niveaux devient encore plus répétitif, histoire de s'assurer que le joueur se perde. Alors j'ai perdu patience et j'ai lâché l'affaire. Mais pendant quelques niveaux, j'ai compris comment certains pouvaient s'amuser sur Bubsy 3D, ou en tout cas être motivés à y jouer. Félicitations à ceux qui ont le courage de le finir, voire aux tarés qui ont décidé d'en faire un speedrun. Mais pour moi, c'est bon, j'ai donné. Alors, est-ce que Bubsy 3D mérite sa réputation ? Probablement. Je suis même prêt à parier que la VGN ou le JDG et les autres n'ont pas eu à forcer tant que ça dans leur sketch. A l'époque, il a pourtant reçu un accueil beaucoup plus mitigé. Certaines critiques ont salué les ambitions du jeu dans un genre naissant, en particulier le fait qu'il était le premier jeu de plateforme 3D se déroulant réellement dans de grands environnements ouverts. D'autres ont insisté sur les défauts mais en étant bien plus indulgents qu'on ne l'est aujourd'hui. Le jeu a beaucoup divisé et les notes reçues le reflètent. EGM lui donne un 3,25 sur 10, GameSpot un 5,5 sur 10, GameFan un 80%, et PS Extreme est allé jusqu'à lui donner 93%. Aujourd'hui, de toute évidence, il serait bien difficile de trouver un fan du jeu. Du coup, est-ce que je le recommande personnellement ? Oui, je le recommande totalement. Sans déconner, je vous dis pas d'aller l'acheter immédiatement sur eBay et de le finir à 100%, mais je pense que n'importe quel fan de plateforme 3D devrait l'essayer. Déjà parce qu'aucune description ne peut rendre hommage au gameplay de ce jeu. Essayer de contrôler Bubsy, c'est vraiment une expérience unique. Dans le pire sens du terme, mais ça reste quelque chose à faire. J'irais même jusqu'à dire que le challenge pourrait plaire à certains. À certains masochistes, soit, mais vos kinks ne me regardent pas. Mais surtout, et en étant un peu plus sérieux, c'est un cas d'école très intéressant et surtout très important d'un point de vue historique. Il révèle ce qui peut arriver quand une équipe peu expérimentée et disposant de moyens limités doit défricher un genre balbutiant. Qu'on le veuille ou non, Bubsy 3D est un pilier de la plateforme 3D, au même titre qu'un Mario 64 ou qu'un Spyro le Dragon. Un pilier moche et bancal modelé avec de la bouse de yak, mais un pilier néanmoins. Après les quelques heures passées en sa compagnie, j'aime probablement encore moins le jeu que je le pensais, mais je le respecte beaucoup plus. Si vous aimez vraiment la plateforme 3D, attrapez l'émulateur de votre choix et donnez-lui une après-midi. Au mieux, vous trouverez de la valeur à l'expérience en elle-même. Au pire, vous vous offrirez une précieuse leçon de game design et vous n'en apprécierez que mieux les grands du genre. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, amusez-vous bien.